Comment tu peux être souverainiste au Québec puis voter pour Mark Carney à Ottawa? Puis, ben là, ça nous embarquerait sur toute une pente encore. Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Éric Duhem pour une première fois en personne. Quand même spécial qu'on n'ait pas fait ça avant. Éric, comment ça va? Ben, ça va bien, mieux vaut tard que jamais. Ouais, Merci de m'accueillir face à face. On fait toujours ça virtuel, c'est toujours plus le fun en présentiel. C'est la seule manière qu'on avait de s'assurer que ton son était correct. Je suis pas le gars le plus techno en ville, j'avoue. Tes mononcles, tes matantes sont en santé? Oui, c'est ça. Je suis assez mononcle, mon niveau techno. Je vous le dis tout de suite. C'est correct. Il faut commencer par s'auto-dénigrer, comme ça, après ça, on peut s'en permettre sur les autres. Écoute, Éric, tu as publié aux éditions Libre Média. C'était un bon coup de leur part, d'ailleurs. C'est leur premier livre qu'ils publient, puis c'est ton livre Destination Autonomie, que je me suis procuré et que j'ai beurré à grandeur, comme je fais à chaque fois que j'achète un livre. Fait que j'aime pas pire collection, mais ils sont tous invendables à cause qu'ils sont barbouillés à grandeur. Peut-être première question, ça fait combien de temps que c'était dans les livres, l'idée de... c'était dans tes plans, l'idée d'écrire un livre sur l'autonomie? D'abord, c'est à partir de la dernière élection où, en matière constitutionnelle, très honnêtement, là, on avait une feuille de chou comme politique publique parce que, on s'en souvient, là, c'était une élection qui était essentiellement sur post-pandémie. On venait de sortir de la pandémie, puis le parti avait connu une croissance grâce à cet enjeu-là. On avait eu un seul congrès, puis il avait été beaucoup centré sur la santé, sur l'économie, mais très peu sur la Constitution. Donc, on a réalisé qu'il fallait mettre un peu plus de viande autour de l'os sur cet enjeu-là. On a tenu un congrès en novembre 2023, qui était important, le thème central, c'était l'autonomie, justement, où il y a eu des propositions qui ont été adoptées. Puis de ces propositions-là est sorti le livre 2 ans plus tard. Donc, c'est un processus, là, ça se fait pas en 24 heures. Là, donc, il y a eu tout un déroulement, un échéancier, puis mais le fond est le même. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire comment on peut accroître le pouvoir québécois à l'intérieur de la Confédération canadienne, comment on peut avoir une position qui n'est pas en faveur du fédéralisme centralisateur des libéraux avec une domination du gouvernement fédéral, et comment on peut s'opposer à la tenue d'un 3e référendum perdant. Fait que c'était d'essayer de trouver ça. Puis c'est mon 5e livre que je publie. Puis je pense que c'est peut-être celui qui va rester le plus longtemps, dans le sens où c'est un ouvrage qui va marquer en tout cas l'histoire constitutionnelle au Québec. Si jamais on connaît une percée le 5 octobre prochain, je pense que c'est une pensée constitutionnelle qui a besoin d'être revampée. Puis le monde dit que c'est pas tellement différent de François Legault, puis ils ont en partie raison. Mais la grosse différence, c'est j'y crois, puis le parti y croit, puis qu'on fait des efforts pour s'assurer que ça fonctionne, puis qu'on tisse des liens avec le reste du Canada, puis qu'on fait partie d'une famille conservatrice pan-canadienne. Je pense que c'est tous des éléments qui manquaient à la CAQ pour faire avancer l'autonomisme au Québec, puis on va réussir là où la CAQ a échoué. Écoute, ce livre-là, c'est une réponse un peu, veux pas, au PQ qui aimerait beaucoup avoir une élection référendaire qui s'en vienne. C'est sûr, les carottes sont un peu cuites, on dirait quasiment de leur côté, dans le sens que la souveraineté ne lève pas pantoute. On se maintient en bas de 30%. Les libéraux, les péquistes ont eu un certain succès dans les sondages, mais là, la CAQ reprend vie. Puis si la stratégie de la souveraineté ne fonctionne pas pour les péquistes, puis que finalement l'élection ne devient jamais référendaire, puis on tasse ça de leur côté, est-ce que ce livre-là est quand même pertinent? Bien, il est pertinent parce que je pense qu'il faut avoir un angle constitutionnel. Il faut qu'on ait une revendication par rapport à Ottawa. Il faut que ça soit clair pour tout le monde que pour nous, c'est le Québec d'abord. C'est quoi une revendication par rapport à Ottawa? C'est dire arrêter d'empiéter dans nos compétences. C'est tout le temps. Encore, il y a 2-3 semaines, c'était au niveau de la formation professionnelle. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, le deal de 10 milliards qu'elle a fait, Mme Fréchette, les conditions que le fédéral met, vous êtes obligé de mettre de l'argent dans tel projet. Je m'excuse, là, mais si vous avez 10 milliards à donner au Québec, là, c'est parce que vous avez taxé trop les Québécois, ou bien non, vous nous avez trop endettés. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas d'affaires là-dedans. Vous n'auriez jamais dû taxer les Québécois pour après ça venir nous donner un cadeau avec des conditions attachées après. Fait que je pense que c'est important d'avoir une position dans ce sens-là. Puis d'ailleurs, Christine Fréchette, moi, m'inquiète, là, parce que pourquoi qu'elle a réussi à avoir une entente de 10 milliards avec M. Carney alors que pendant des années, ça traînait, puis M. Legault a refusé?
C'est parce qu'il y avait un ministre aussi qui s'appelait Jeannin Barrette, qui était un peu plus nationaliste, puis que le Québec exigeait que ça soit sans restriction. Puis elle est arrivée, puis elle avait un ministre qui s'appelle Jean Boulet, qui est un ancien libéral fédéral, qui lui s'entendait comme larron en foire avec les centralisateurs libéraux à Ottawa. Puis lui, il a signé un deal. Puis on ne sait toujours pas, au moment où on se parle, toutes les conditions que le gouvernement du Québec a acceptées pour cet argent-là. Puis je te donne un exemple bien concret. Parlons du transport collectif ici à Québec. Là. Je m'excuse, mais ils n'ont pas à nous dire qu'il faut mettre de l'argent dans le tramway. Le gouvernement pourrait prendre l'argent puis le mettre dans le maintien de nos infrastructures qui tombent en ruine à la place. C'est pas au fédéral à commencer à nous dire où mettre cet argent-là. En fait, depuis le début, on sent que le tramway, c'était un peu ça. C'est qu'on sent qu'il fallait refaire les tuyaux. Il n'y avait pas moyen de financer ça seulement avec la Ville de Québec. Fait qu'on utilisait des programmes de transport collectif pour être capable de rouvrir les rues. Là. Mais ça démontre comment c'est stupide le fait d'avoir un gouvernement à Ottawa qui ne se mêle pas de ses affaires, qui intervient dans des juridictions provinciales puis même municipales. Puis après ça, on se ramasse avec de l'argent qui est attaché. Même l'entente qui avait été faite avant, la dernière entente qu'on avait signée, c'était avec Philippe Couillard. C'est une entente de 5 milliards, 4 mois avant l'élection de M. Couillard. Donc, exactement la même chose que ce qui vient de se produire. Puis le financement était tellement attaché avec des conditions sévères qu'au niveau du transport collectif, ça prenait un certain achalandage pour pouvoir financer des projets, ce qui fait que tous les projets de transport collectif, même ici à Québec, n'ont pas pu être financés, puis tout l'argent est allé à Montréal. Fait que ces ententes, le diable est dans les détails. Là. Ces ententes-là, là, ils mettent toutes sortes de petites clauses, le fédéral, pour essayer de s'immiscer. Puis après ça, on se ramasse avec les provinces qui sont obligées de gérer de l'argent. Puis là, on met de l'argent ailleurs, à des endroits qu'on ne devrait pas, puis on ne finance pas ce qu'on devrait parce qu'on est en les mains attachées. Mais là, j'empiète un peu sur le contenu du livre, là, mais dans ce que vous proposez, dans le fond, comme pour sortir de ça un peu, là, il y a dans la fameuse charte, parce que vous proposez comme une charte de l'autonomie. Puis dans cette charte-là, il y a l'idée que les provinces devraient avoir le droit systématiquement de faire ce qu'on appelle un opting-out. Là. Finalement, c'est un retrait avec pleine compensation. Un retrait avec pleine compensation des programmes. Fait que là, mettons que le fédéral arrive avec son histoire dont on va vous payer le dentiste puis tout ça. Toutes les provinces devraient avoir d'emblée le droit de dire on se retire du programme, puis s'il y a de l'argent dedans, nous autres, on veut l'argent au prorata de la population qu'on a, puis that's it. Parce que c'est un peu la mécanique qui crée ce que tu appelles dans le livre le fédéralisme toxique. C'est l'idée justement que dans notre constitution, dans la manière dont les choses ont été pensées, c'est que tout ce qui n'est pas explicitement défini au nom des provinces est un peu par définition laissé au fédéral. Puis là, eux rentrent là-dedans par toutes les portes possibles. C'est qu'ils ont le pouvoir de dépenser. Hein. C'est ça, je trouve ça le problème du fédéralisme toxique. Là. C'est que le fédéral a le pouvoir de dépenser. Fait que même si c'est pas ces juridictions... Parce que si vous montez au père de la Confédération, puis là, je ne vais pas faire donner un cours d'histoire, là, je sais que tu aimes ça, Frank, mais... Ben oui, mais c'est intéressant, mais je pense que pas tout le monde qui comprend la base de ça. Là. Le pays a été fondé avec 2 ordres de gouvernement, les provinces puis le fédéral. On a pris un partage des compétences. Pas pour rien que quand dans la Constitution canadienne, on dit, les ressources naturelles, c'est les provinces, puis la défense nationale, c'est le fédéral. Je donne des exemples. Là. Puis là, il y a un paquet de compétences de chaque barre. Puis vous êtes souverain, chaque gouvernement est souverain dans ses juridictions. Mais ce qui est arrivé avec le temps, c'est qu'on a des libéraux fédéraux à Ottawa qui pensent eux autres qui dominent puis qui sont par-dessus les provinces. Et c'est de là le fédéralisme toxique qui essaie d'intervenir. Puis là, au lieu d'avoir un gouvernement où on se concurrence dans le pays puis ça aurait des effets positifs, on a un gouvernement qui se dédouble puis ça a des effets négatifs. Et donc, on veut revenir à l'esprit des pères de la Confédération. Puis ce qui est intéressant, c'est que partout ailleurs au Canada où il y a des autonomistes, parce qu'il y en a, Daniel Smith est plus autonomiste que Christine Fréchette, là. Mais partout où il y a des autonomistes, c'est des gouvernements conservateurs. Scott Moe, il n'y a pas le titre conservateur en Saskatchewan, c'est parti Saskatchewanais, mais tout le monde comprend que c'est un conservateur dur. Là. Puis en Colombie-Britannique, ça a apporté d'autres noms, mais là, ils sont redevenus des conservateurs. Mais partout où les gouvernements sont autonomistes, c'est des conservateurs. Fait que l'autonomisme au Canada, il est conservateur, puis la province qui est la plus autonomiste n'avait pas de parti conservateur depuis un siècle. Fait que c'est ça qu'on est en train d'essayer de réparer puis de remettre sur pied. Là. Puis le grand paradoxe, c'est que quand c'est les conservateurs qui sont au niveau fédéral, on a moins besoin de partis autonomistes parce que naturellement, de leur côté, ils vont avoir tendance à gérer mieux les dépenses, s'endetter moins s'ingérer aussi, puis ramener... Parce que équilibrer le budget du Canada, c'est quand même vraiment facile. C'est pas quelque chose qui est difficile. Tu as juste besoin de mettre une couple de fonctionnaires dehors. Après ça, tu vas couper les transferts aux provinces, puis tu commences à payer ta dette. Sérieusement, c'est vraiment le niveau de gouvernement que c'est le plus facile, équilibrer son budget. Puis la raison, c'est simple, c'est que par rapport à ce qu'il gère, il taxe beaucoup plus. Ben oui. Fait que c'est de loin le gouvernement qui est le plus facile à équilibrer son budget. Puis c'est là que quand tu vois les 10 dernières années libérales où est-ce qu'on fait juste s'endetter en fou au niveau fédéral, tu te dis, OK, ils n'ont juste pas l'intention de le gérer le budget. Puis ils se servent de l'endettement pour rentrer dans les champs de compétences des provinces. Puis là, soudainement, qu'est-ce qui arrive? Ben là, tu vois toutes sortes
Parti conservateur, autonomiste au niveau provincial, levé. Normalement, c'est ce qu'on devrait voir au Québec, mais malheureusement, on vit dans un drôle de paradigme, on dirait ici, vu qu'il y a 5 partis politiques, vu que l'électorat est vraiment aléatoire et vraiment volatile. Tu sais, je veux dire, d'être premier dans les sondages, c'est le fun, mais quand tu réalises qu'au final, tu as juste 29% du vote, c'est-tu réellement une victoire quand tu y penses? Tu n'es pas capable de convaincre 29% du 60% qui votent. Là. C'est fou ce que tu racontes là, parce qu'il y a été une époque au Québec où à 45% tu perdais les élections. Ouais. Aujourd'hui, à 27, tu gagnes. Puis c'est ça qui est... C'est une mathématique. Puis la dernière élection, là, on a perdu des comtés à 42-43%. Là, si vous allez sur Québec 125, aujourd'hui, vous voyez qu'on en gagne à 24. OK? Parce que la répartition des votes, quand tu as 5 partis politiques, ça devient quasiment... C'est une roulette russe. Tu n'as aucune espèce d'idée qu'est-ce qui va sortir de là. Puis c'est un peu ça l'énigme de la prochaine campagne. Ça rend ça très intéressant pour tout le monde qui analyse la situation politique que nous autres, parce qu'il va y avoir des surprises là, le 5 octobre. Il y a du monde qu'on n'aura jamais vu venir. On pensait que c'était une lutte entre deux, puis il y en a un qui va arriver de nulle part à la dernière minute, puis qui va se faufiler. Le vote au Québec, on sait qu'il est assez volatile. Qui est très volatile en partant. Puis là, on a 3 partis qui ont des nouveaux chefs. Qui n'ont jamais fait de campagne. Il y a un parti qui a des enquêtes de corruption qu'on ne sait pas si ça va sortir en plein milieu de la campagne électorale. Fait il y a toutes sortes de choses qui font que c'est vraiment une boîte à surprises qui nous attend. Et c'est pour ça que pour nous autres, on aime ça, mais en même temps, ça témoigne d'un malaise. Là, parce que tu as raison, là, un gouvernement qui est élu avec 27%, c'est quoi la légitimité démocratique? Là? Puis comment il va faire pour mettre en place des réformes s'il y a le 3/4 du monde qui est contre? Puis cette fameuse souveraineté-là est dans le décor aussi. Je veux dire, normalement, l'option autonomiste devrait être celle qui est le plus populaire, mais comme il y a une option souverainiste également, ben là, on est comme en train de se diviser. On fait-tu la souveraineté, on fait-tu pas la souveraineté? Pourtant, c'est dans la toilette, il n'y a rien qui lève de ce côté-là, puis on parle de ça sans arrêt. Comment on fait pour contrer ça? Mais d'abord, on a une position claire. Puis on se dit, regarde, nous autres, on est la position... En fait, on a même rendu public des sondages. Là. Les Québécois, là, c'est comme 20% ou à peu près, là, mettons même pas 15-20% de fédéralistes durs, là, de fédéralistes toxiques, comme moi je l'appelle, là, pour centralisateurs libéraux. Là. Puis tu as un 15% de souverainistes purs. Eux autres, c'est l'indépendance puis rien d'autre. Puis dans le milieu, là, c'est tous des autonomistes. Puis c'est là que la majorité des Québécois se situe. Puis comment qu'on va faire? Bien, on va s'assurer que, d'abord, dire que nous autres, on ne veut rien savoir des référendums. On est exactement là où l'écrasante majorité des Québécois est. Puis deuxièmement, le vrai enjeu pour moi de la question, c'est le ballot issue, le ballot question. Là, nous autres, ce qu'on veut, c'est est-ce que le modèle québécois, il faut le changer, oui ou non? Moi, je veux que ce soit un référendum là-dessus. Pas un référendum sur la Constitution. Un référendum, est-ce qu'il est temps de changer les choses? Est-ce que vous sentez qu'on est rendu dans le mur? Là? Pensez-vous que là, il est temps qu'on prenne un pas de recul puis qu'on change de modèle? Et c'est ça que le Parti conservateur du Québec va proposer. Les 4 autres partis, essentiellement, là, ils disent que le modèle, il est correct. Il faut juste mettre des petites patchs ici puis là. Nous autres, on dit non. Il faut le revoir au complet. On ne peut plus continuer à endetter nos enfants comme on fait. On ne peut plus continuer, au nom de la vertu verte, de refuser d'exploiter nos ressources naturelles au Québec. On ne peut pas continuer à mettre de plus en plus d'argent dans un monopole public en santé où les gens n'ont même plus accès aux soins. Il faut revoir tout ça. Puis c'est là-dessus que le Parti conservateur du Québec là, va proposer une offre politique qui va être complètement différente des 4 autres. Si on exclut l'Alberta des dernières années, qui a comme un peu ramené cette thématique-là dans l'actualité, on dirait qu'avant, on s'imaginait que... en fait, ça nous a toujours été présenté, la question constitutionnelle, comme étant strictement québécoise. Là. Donc, c'est dans notre histoire, il y a des forces qui traversent, il y a des oui, il y a des non. Puis, à un moment donné, il y a eu ce qu'on a appelé la fameuse troisième voie. Mais ce qui est intéressant vraiment dans le livre, puis je le suggère aux gens qui vont se le procurer, ce qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est que en fait, vous montrez que l'autonomisme, ça part même pas du Québec. Non. Ça part entre autres de l'Ontario. Avec la première fois, oui. La première chicane entre les provinces puis le fédéral, c'est l'Ontario qui voulait pas se faire décider de sa frontière finalement, parce que c'était à l'époque où on disait on va fonder les provinces des prairies, dans le fond le Manitoba, la Saskatchewan, puis à l'époque ces terres-là, on ne sait pas encore trop y appartiennent. Il n'y avait pas de ligne. Là. Il n'y avait pas de ligne comme on voit sur les cartes aujourd'hui, puis les Ontariens, le gouvernement ontarien dit au fédéral, t'as peu, là, c'est nous qui va décider de où est notre territoire, c'est à nous. Puis le livre fait état de plein d'événements comme ça, notamment, encore une fois, l'Ontario, qui se chicane avec le fédéral sur les conditions d'entrée de Terre-Neuve, je pense, dans la Confédération, en disant « Attendez, là, c'est pas juste pour nous autres, ce que vous leur proposez, ça n'a aucun sens. » Puis c'est un peu ça que le livre montre, qu'en réalité,
c'est pas juste une question Non. québécoise, c'est une question canadienne. D'où l'idée que vous avez traduit le livre. Oui, puis, on l'a traduit, on l'a lancé en anglais. Puis tu as raison. Hein. Puis même Terre-Neuve, quand ils sont embarqués, ils se sont pognés avec le fédéral parce que Hibernia, c'était de l'exploitation au large de leur côte. Puis là, le fédéral disait, c'est pas sur votre territoire, donc c'est nous autres qui s'occupent des ressources naturelles au large. Puis ça a reparti à un autre débat entre les provinces, entre le Terre-Neuve puis le fédéral. Puis on n'a pas le monopole de l'autonomisme au Québec. Puis non seulement on n'a pas le monopole, mais on a perdu le leadership, je pense, de l'autonomisme au Québec sous le gouvernement de la CAQ, qui était le gouvernement depuis longtemps, le premier au Québec qui se revendiquait autonomiste. Puis on s'est fait damer le pion. D'abord par l'Alberta, mais aussi par la Saskatchewan, qui ont adopté des lois sur, dans un cas, la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni, Saskatchewan First en Saskatchewan. Ouais. Eux ont été de l'avant, puis ont fait des gains concrets pour l'autonomie, alors qu'au Québec, sous le gouvernement de la CAQ, on n'a eu aucun gain concret pour le pouvoir québécois. Puis on a la loi 96. Ben, en quoi c'est un gain? Ils ont passé une loi. C'est pas... Les médias disent que c'est un gain. Non, mais ça, c'est bon ce que tu dis, parce que c'est ambigu. D'un côté, on nous dit qu'ils ont eu des gains parce que Jolin Barrette, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, mais de l'autre, quand tu arrives avec ta proposition, je vais reprendre leur argument parce que tu dois l'entendre souvent, puis je pense que c'est important d'y répondre. Ils vont dire, on l'a essayé, la CAQ était là pendant 8 ans, ça n'a rien donné, pourquoi vous proposez la même affaire? J'ai entendu ça sur à peu près toutes les tribunes. C'est quoi la réponse à ça? Bien, il y a plusieurs réponses. D'abord, il faut adopter une loi sur l'autonomie. Il faut se donner un rapport de force. Le problème de la CAQ, c'est qu'ils ne négociaient pas. Ils envoyaient des lettres à Ottawa qui finissaient dans des chiqueteuses au bout de 10 minutes. Non, mais c'est à peu près ça qui s'est passé. Pourquoi Danielle Smith, elle a réussi, pensez-y, 2 secondes, elle a gagné 2 fois devant les tribunaux sur les évaluations environnementales fédérales contre ses projets de développement de ses ressources. Elle a obligé le fédéral à signer un deal pour un pipeline en Colombie-Britannique. Elle a forcé la démission d'un membre du gouvernement, Stephen Guilbeault, pour pas le nommer. Mark Carney, là, ça ne tentait pas de perdre Guilbeault, puis ça ne tentait pas de prendre des photos avec Danielle Smith. Là. Il a été obligé parce qu'elle avait un rapport de force, parce qu'elle a mis le couteau sur la gorge, parce qu'elle a contesté devant les tribunaux, parce qu'elle a gagné, parce qu'elle avait l'opinion publique de son bord. Au Québec, on n'a rien fait de ça. On n'a jamais essayé de galvaniser l'opinion publique contre les politiques centralisatrices d'Ottawa comme on aurait dû. On n'a pas contesté devant les tribunaux systématiquement tous les empiètements, puis on ne s'est pas donné comment je te dirais ça, là, un pouvoir de négociation réel où on avait vraiment là, de la pression sur le gouvernement fédéral. Moi, avant l'élection provinciale de 2022, j'étais assis avec le premier ministre de l'époque, François Legault, comme on était assis là face à face, Frank. Puis là, j'ai dit, regardez, pourquoi qu'on ne part pas les 5 chefs des 5 principaux partis au Québec? On était à la veille d'une élection à Ottawa. On va aller s'asseoir avec eux, puis on dit que l'immigration, c'est québécois. Puis nous autres, on est tous d'accord, on signe tous de notre sang s'il faut. Puis on s'en va à Ottawa, puis on dit on va se battre contre le parti qui est contre ça. On va tout être d'accord au Québec, puis on va tout faire campagne contre ce parti-là. Puis j'ai dit, moi, je vais t'ouvrir les portes du caucus du Parti conservateur. On va aller s'asseoir avec Pierre Poilievre. Puis je suis sûr que les libéraux vont avoir bien de la facilité à nous ouvrir les portes des libéraux. Puis le NPD va sûrement qu'ils vont écouter QS, puis le Bloc, puis le PQ. D'après moi, ça va bien aller. Fait que là, je dis, on fait ça. Puis il m'a dit, ben là, c'est peut-être pas une mauvaise idée, je vais y penser. Paul Saint-Pierre Plamondon est sorti pour m'appuyer. Puis François Legault, à la dernière minute, il a dit « Ah non, je pense que non, je vais leur envoyer une lettre à la place. » Il a envoyé une lettre. Mais si je suis ça a la fait logique, du papier à déchiqueteuse. mais si je suis la logique de ce que tu dis dans le livre, la meilleure manière, ce serait encore mieux, ce serait d'arriver avec d'autres premiers ministres canadiens. Ben oui, si, c'est par sûr. exemple, le premier ministre du Québec peut s'asseoir avec Ford puis Smith, mettons, à la table et dire, nous, là, on demande la même chose que le Québec là-dessus. On veut le même genre d'entente, puis on veut gérer nous autres mêmes les seuils, puis toute cette affaire-là. C'est là que tu as un vrai rapport de Ça force. aussi, on aurait pu le faire. On aurait pu aller voir Danielle Smith, puis aller voir Doug Ford, puis aller voir un paquet de premiers ministres des autres provinces. Puis c'est probablement... Écoute, Danielle Smith, c'est tellement important pour elle, l'immigration, que dans le référendum qui va avoir lieu en Alberta cet automne, il y a des questions sur l'immigration, justement pour que l'Alberta rapatrie davantage de pouvoir en matière d'immigration, pour qu'elle contrôle son immigration au niveau de sa province. Donc, c'est sûr qu'elle aurait été une alliée du Québec si on s'était donné ce rapport de force. Mais là, justement, là, je deviens possédé par l'âme péquiste pendant 2 secondes. T'es pas loin de ça, toi. Écoute, faut que je joue ce rôle-là. Oui, j'étais ça. Non, mais le péquiste, mettons, qui prend possession de mon corps là, en ce moment, lui, il dirait, mais Eric, le meilleur levier pour établir un rapport de force, c'est la menace référendaire. C'est pour ça que Smith propose un référendum. Ça, si toi, tu prends cette arme-là dans ton... Ben là, pas arme, ça fait violent. On va couper ce bout-là. Il a dit couteau sur la gorge tantôt. Ouais, c'est ça. Signé avec son sang. Ouais, il y a beaucoup de... Hey, on était à ça de prononcer le mot ma tante. On parle une guerre constitutionnelle, là. On parle puis guerre constitutionnelle, mais si t'enlèves cet outil-là de ton coffre à outils, on va prendre un langage moins guerrier. Ouvrier. Plus
ouvrier, dans le fond, c'est comme ton meilleur outil de négocier, de levier, finalement. Le péquiste Frank n'a pas 100% tort. Bon. C'est-à-dire que le fait qu'en Alberta, maintenant, il y a 30% des gens... En fait, il y a un pourcentage, ça, c'est super intéressant. Là. C'est la première fois de notre vivant qu'on Plus de voit ça. souverainistes en Alberta En qu'au Québec. pourcentage, il y a plus de souverainistes en Alberta qu'au Québec. Pour la première fois de notre histoire récente. Et donc, elle a utilisé ça, justement, pour dire, regarde, vous avez bien mieux négocier avec moi que de négocier avec eux autres, là. Et je pense que le Parti conservateur peut aussi faire ce rôle-là au Québec, en disant vous avez bien plus intérêt à ce que ce soit des conservateurs qui soient là pour négocier de l'autonomisme que d'avoir les souverainistes. Fait que la souveraineté, dans le fond, le mouvement souverainiste, là, il est très bon à condition qu'il ne soit pas majoritaire. Fait qu'il faut qu'il reste minoritaire, puis à 30%, là, c'est là qu'il faut qu'il reste. Et je pense que ça peut aider effectivement le Québec à se donner un rapport de force plus grand. Écoute, on ironisait un peu avec le langage guerrier, mais le traitement médiatique de ton côté est assez pathétique, on va le dire. Là. On dirait que peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, ils vont toujours trouver un petit quelque chose qui fera pas leur affaire, qu'ils vont pouvoir s'amuser avec pendant une semaine, que ce soit des pamplemousses, que ce soit J'ai oublié mon Red Bull, d'ailleurs. J'aurais aimé ça. Ben oui, mais quand vous m'avez dit que si on était prêt, je me survirais de bord du dépanneur. mais à un moment donné, puis là, tu es dans une situation où est-ce que là, on agrandit l'équipe présentement parce qu'on se prépare à une élection. On sait ce que ça veut dire se préparer à une élection. Là, on recrute des candidats, on recrute des membres qui vont travailler pour ces candidats-là, qui vont travailler au national également. Puis on sait c'est quoi, agrandir l'équipe, c'est t'as du vin, puis tu mets un petit peu d'eau dedans des fois, ou des choses comme ça. Tu vas diluer un peu le discours pour que s'assurer que tout le monde est confortable. Comment est-ce qu'on deal avec le fait que les médias québécois, peu importe ce que tu vas faire, vont toujours être contre toi, mais que de l'autre côté, quand on est à l'interne, puis on a des candidats, puis on a des gens qui nous conseillent, ils vont nous dire « Moi, les Red Bull, j'aurais pas été là. » Comment on fait pour dealer avec tout ça? Parce que, tu sais, moi, quand tu sors avec les Red Bull, je regarde tout ça aller, puis je connais depuis 15-20 ans, je suis pas tombé en bas de ma chaise. Je veux dire, c'est tes positions naturelles, t'as toujours été pro-liberté individuelle, responsabilité individuelle. Dans ce cas-ci, c'est vraiment plus une question de responsabilité individuelle. Information aussi, sensibilisation. Exact. Puis, tu sais, normalement, la loi, la coercition, ça devrait être le dernier recours. Pas le premier. Tu as toujours pensé comme ça. Fait que moi, quand tu sors sur les Red Bull, je fais OK, what news? C'est normal. C'est normal. Puis là, tu sens qu'à l'intérieur du parti, il y en a qui sont comme pas d'accord. On n'aurait pas dû aller là. Il y a toujours la mentalité comment plaire aux médias, alors que faut se rendre à l'évidence, tu y arrives jamais. Là. Non. Puis, je vais donner un exemple là, qui m'a beaucoup choqué ces derniers mois. Je vais parler, tout le monde en parle, parce que c'est un peu cliché parler de ça, mais il faut que j'en parle parce qu'il s'est passé de quoi. Ça fait 4 ans que je parle à tout le monde en parle. Okay? La dernière fois que je suis allé, c'était en campagne électorale. Tant que t'es pas allé. Dans les 7-8 derniers mois, il y a 5 personnes de Québec solidaire qui sont allées. Okay? Ruba Gazal, Françoise David, Sol Zanetti, Vincent Marissal, puis Gabriel Nadeau-Dubois. Okay? Ils sont même pas à 8% dans les sondages. Ils sont 2 fois moins populaires que nous. Nous, on a eu une ministre conservatrice, pas conservatrice, mais qui est devenue conservatrice, mais une ministre de la CAQ qui démissionne, qui devient notre première députée conservatrice. Elle n'a pas été invitée. On leur a demandé s'ils voulaient l'avoir, ils nous ont dit non. OK, ça, c'était pas assez important. Que Vincent Marissal se fasse mettre dehors ou qu'il quitte, on le sait pas encore, mais Québec solidaire, ça, c'était bien important sur le plateau Mont-Royal, vous comprenez. Mais que nous autres, une ministre de la CAQ s'en vienne chez nous, ça, c'était pas important. OK. Ruba Gazal a sorti un livre, là, je vous l'apprends. Là. Elle a sorti un livre il y a 5-6 mois. Le pire, c'est que c'est vrai. Même moi qui suis ça tous les jours, tu dis ça, puis je suis comme à sortir un livre. OK, puis Gabriel Nadeau-Dubois a rendu public une étude qui a rendu public là, une étude sur l'éducation. Ouais, pour faire fermer les écoles publiques. Les deux ont été invités. Ouais. Moi, j'ai sorti un livre qui a un petit peu fait jaser, je pense. Là. Quand même. Il semble que tout le monde en parle, c'était ça. Là. On leur a demandé si on pouvait aller présenter le livre. Ils ont refusé. Puis ça fait 4 ans qu'ils nous ont pas reçus, qu'il n'y a jamais eu un conservateur qui est allé. Donc, tu sais, quand tu parles du traitement médiatique, là, puis si on parle d'une société d'État payée avec nos taxes, qui a un devoir de neutralité, là, fait que tu dis, comme conservateur, là, moi j'en suis arrivé à la conclusion, il faut que je parle à notre monde. Tu sais, parler à ce monde-là, là, ça me donne strictement rien. Ils veulent pas nous parler. Puis je dis aux gens qui écoutent, tout le monde en parle, arrêtez de les écouter, ou en tout cas, arrêtez de vous fâcher quand vous les écoutez, là, parce que ce qu'ils font, c'est pas de l'information. Mm-hmm. Et ces gens-là, c'est pas... même le titre de l'émission devrait être changé, là. C'est toute la gauche se parle. Parce que c'est... Non, mais c'est ça que c'est devenu. Je veux dire, je m'excuse, mais quand tu reçois pas
le chef d'un parti qui publie un livre que tout le monde a parlé pendant 2-3 semaines non-stop, puis qu'il y a eu même une campagne de boycott, puis qu'on a fait les médias partout, même au Canada anglais, OK? Puis j'ai fait une tournée au Canada anglais, je l'ai lancé à Toronto, j'ai été rencontrer des premiers ministres puis des chefs de d'autres partis, j'ai été dans des caucus partout ailleurs au Canada, présenter mon livre. Ça, c'était pas d'intérêt public. Mais le pamphlet de la gauche radicale du plateau Mont-Royal, ça, il fallait que ça soit invité à tout le monde en parle, même s'ils en ont vendu 27 copies. Non, mais à un moment donné, là, faut... Vous tenez vos chiffres de vente où, J'estime. C'est peut-être 28, là, je vais lui donner un break. Ouais, mais je vous dis ça parce que je veux que vous compreniez l'univers dans lequel on est. Si ces gens-là décidaient, le Parti conservateur ne serait pas à 13, 14, 15 % aujourd'hui, il serait à 0. Okay? Puis la seule raison pour qu'on est à 13, 14, 15, puis qu'on a un potentiel de croissance d'aller encore plus haut, c'est parce qu'il y a des médias comme le vôtre, puis il y a des gens qui s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux, puis de moins en moins sur les réseaux traditionnels. Puis la croissance du Parti conservateur est directement reliée au déclin des médias traditionnels, puis à la croissance des médias alternatifs. Je pense qu'il faut qu'on comprenne ça. Puis dans la campagne électorale, ça va être important. Moi, là, j'ai toujours accepté les invitations, vous le savez, là, je vais dans tous les plateaux, même les médias traditionnels, je les ai jamais boycottés. Puis ils vont être encore dans mon autobus à la prochaine campagne électorale. Ils sont les bienvenus, mais je veux m'assurer que je peux parler à notre monde parce que je sais que ces gens-là n'ont pas intérêt à nous couvrir. Puis c'est vrai que ces derniers temps, on n'est plus en 2022. Il faut aussi que je concède ça, là. En 2022, il y avait une presse qui était beaucoup plus hostile par rapport à nous. Elle est encore hostile, mais elle est moins hostile. Puis on a un peu plus de couverture, mais on est loin du compte là, quand même. Là. Et puis il va falloir parler à notre monde. Puis même si les médias étaient avec nous autres, là, les gens qui votent conservateurs aujourd'hui au Québec, là, il y en a une grosse gang qui sont plus là au niveau des médias traditionnels. Fait que si je veux les rejoindre, de toute façon, même si je voulais, même si j'avais un bon traitement des médias traditionnels, ça ne m'aiderait pas de les rejoindre. On ne peut plus les rejoindre. Puis ça, c'est toutes les parties vont devoir se poser cette question-là. Est-ce qu'il va y avoir un changement de ton de ton côté? Bien, changement de ton, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je sois pas gentil avec les médias traditionnels? Non, mais c'est parce que tout le monde dit ça dans les médias traditionnels. Éric Duhem, il va falloir qu'il change de ton. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon ton? Je sais pas. Je suis déjà créé après quelqu'un, moi? Chris, moi j'ai un ton qui est pas fin en esti, mais toi, je sais que t'as pas de problème, sérieusement. Mais moi, je comprends pas. J'ai de la misère à comprendre ça. Puis les gens qui me connaissent, vous me connaissez, là, je suis pas quelqu'un d'agressif puis qui insulte le monde. Puis... T'es pas épeurant. Mais je sais qu'ils essayent de me caricaturer comme ça, puis j'ai jamais compris pourquoi. C'est mes idées, là. Je vois pas d'autre chose. Là. Je vois pas. Je pense que ce serait n'importe qui serait chef du Parti conservateur au Québec en 2026, puis on le considérait qu'il y a un ton agressif, puis qui est ci, puis qui est ça. Puis tu sais, écoute, je vote Pierre Poilievre, là, puis je suis un conservateur, puis je suis membre du Parti conservateur du Canada. Mais tu sais, on s'entend que, tu sais, j'ai pas le ton de Pierre Poilievre 2 secondes, là. C'est pas, on n'est pas en même place, là. Puis c'est pas parce que j'ai calculé mes affaires, puis j'ai fait des sondages, des focus group, c'est pas ma personnalité. Non, c'est pas... Moi, ça fait 15 ans que je te vois aller, puis ça fait 15 ans que t'es de même. Mais non, c'est ça, puis ça changera pas, là. S'il faut changer de ton, ça sera pas moi il va falloir changer de chef, là, parce que mon ton, c'est celui que j'ai toujours eu, puis je vais continuer à avoir. Ben non, de toute façon, même si tu essaies de te dénaturer, ça marchera pas. Je suis pas sûr que ça va marcher. Là, une autre affaire que les gens, il y en a qui avaient, il y a le valet de travers, là, c'est bon, là, t'as annoncé que tu t'allais te présenter dans Bellechasse. Bellechasse. Là, il y a des gens qui ont dit, là, Éric, il se promène dans tous les comtés, pourquoi il ne retourne pas dans Chauveau ou dans Arthabasca? Mais en même temps, d'un autre côté, il y a des gens aussi qui auraient qu'à chaque fois qu'il y avait une partielle, ils disaient « Vas-y, t'es pas game, vas-y. » Puis là, je disais « Ben là, il va falloir que vous branchiez aussi. » On peut pas tout faire. Là. Soit il va pas. Là, ben, j'ai choisi d'y aller dans Arthabasca parce que je pensais qu'on avait une chance, très honnêtement. Puis si le vote n'était pas tout rallié au PQ dans l'opposition, on aurait pu passer. Là, parce qu'à 35 %, là, dans une 8 à 5, on aurait passé. On a quand même passé de 24 à 35. On a quand même fait une bonne campagne. Puis l'élection partielle qui a eu lieu après l'Archicoutimi, on est passé de 8 à 26. C'est encore tant qu'à moi plus spectaculaire. Là. Mais là, à Arthabasca, vous avez triché. Oui, on a triché, c'est ça. D'ailleurs, je vais vous parler de ça. Je vais vous donner un scoop parce que je l'ai dit à personne encore, mais le DGEQ nous a envoyé, le directeur général des élections du Québec, nous a envoyé notre paiement final cette semaine de remboursement de nos dépenses. Donc, ils ont approuvé notre rapport financier, malgré l'information qu'ils ont reçue du Parti québécois. Non seulement ils n'ont pas ouvert d'enquête, mais ils ont décidé que notre rapport était bon puis qu'ils nous remboursaient l'ensemble de nos dépenses. Donc, je l'ai dit à personne encore, là, vous avez un petit scoop. Juste pour les gens, là, rappeler le méfait qui était supposément rapporté, c'est que tu avais déclaré des copies de ton livre. Ben, en fait, de la biographie que Têtu a faite sur toi, Frédéric Têtu a faite sur toi, dans le fond, au prix coûtant, dans le fond, au coût d'impression.
Puis eux prétendaient que tu dois déclarer toujours tes dépenses au prix du marché. Là. C'est quoi la règle? Ça? Moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, on est dans l'ésotérisme un peu. Là. Ce qui est arrivé, le livre a été lancé avant les dernières élections, donc en 2022, début 2022. Et évidemment, le livre se vendait 24 piastres dans les librairies. C'était normal. Sauf qu'une copie d'auteur, c'est pas ce prix-là. Non, en plus. Mais attends, là, on en a vendu. Après l'élection, vous comprenez que la demande a un petit peu baissé. Vous comprenez que pendant 3 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Vous comprenez que l'imprimeur, il y avait quelques milliers de copies dans le fond de son backstore. Il s'en allait au pilon. Puis il s'en allait au pilon. Puis là, il nous a appelés, puis il a dit, gardez, on va vous les vendre. Là, je ne retiens pas le chiffre, là, mais je vais vous dire un chiffre. C'est en bas de 2 piastres. Une et quelque chose de la copie. Okay? Il s'en allait au pilon. Oui, parce qu'il s'en allait au recyclage. Là. Et donc, là, on a dit, OK, on va les prendre. On a demandé un avis au DGEQ. Si on les distribue dans Arthabasca, est-ce qu'on peut les déclarer au prix qu'on les a payés? Il nous a dit oui. Alors, on les a... Mais le PQ ne savait pas ça quand ils ont déposé leur plainte. Là. Fait que là, eux, ils disent qu'il aurait fallu... Je pense qu'on en a passé 2000 dans Arthabasca. Puis là, encore là, retenez pas le chiffre. Là, j'y vais de mémoire. Mais là, ils ont dit, vous auriez dû déclarer à 25$ fois 2000. Fait que là, ça aurait donné comme 50 quelques mille piastres de livres ou je sais pas quoi. Fait que là, c'est sûr qu'on aurait busté notre budget, là. Mais c'était pas ça, puis c'était pas ça l'entente qu'on avait avec le DGEQ. Puis tellement que, en tout cas, à ce jour, moi, j'ai jamais su qu'ils avaient même ouvert une enquête. Puis non seulement ils n'ont pas ouvert d'enquête, mais ils nous ont même remboursé nos dépenses puis dit que notre rapport était approuvé après que le PQ ait envoyé de l'info. Puis d'ailleurs, toute la plainte du PQ, il n'y avait aucun élément nouveau. Toutes les données puis toutes les factures qu'ils ont fournies, c'était toutes des choses que nous-mêmes, on avait déjà données au DGEQ. Le DGEQ, il n'y avait rien de nouveau que le PQ a envoyé qui pouvait changer son raisonnement et son évaluation. Fait que, mais ça a quand même fait un effet. Là. Ils ont quand même réussi, le PQ, à avoir des titres avec mon nom puis de marquer fraude dans le même titre. Là. C'était ça leur objectif. Ouais, c'est ça, quand on parle d'une campagne de salissage, puis c'est là que le Parti québécois est particulièrement vicieux. Puis c'est pour ça que de tous les partis, c'est celui avec lequel j'ai le plus de difficultés, puis surtout avec leur chef actuel, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut pas dire qu'il fait de la politique autrement, puis qui fait son monsieur vertueux. Tant qu'à moi, c'est celui qui fesse le plus en bas de la ceinture, puis c'est celui qui est le plus à craindre. Puis, moi, c'est pas juste sa question de référendum là, qui m'énerve, c'est son attitude générale où il dit une chose puis il fait son contraire. Puis c'est pas la première fois, malheureusement, qu'on voit ce comportement-là de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis, tu sais, s'il était moindrement wise, là, il y aurait intérêt à ce que, tu sais, il sait que moi, j'ai voté Wook en 95. Il sait que le Parti conservateur, on est des autonomistes, on n'est pas des fédéralistes toxiques là, comme Charles Milliard. Il y aurait tout intérêt à essayer de dire mon 30%, si je me rends à 50+1 au référendum, j'aurais peut-être moyen de ne pas écœurer tout le temps les conservateurs. Là. À moins que ce soit pas ça le réel objectif. L'objectif, c'est juste gagner à l'élection. Dans le fond, là, il sert de la souveraineté pour devenir premier ministre du Québec, mais la souveraineté, il sait parfaitement qu'elle ne passera pas, puis il ne veut pas qu'elle passe. La coalition du oui, ça a l'air assez mal parti. Là. Mais il n'y en a pas de coalition du oui. Là, parce qu'il se pince avec Québec solidaire. Oui, même avec QS, puis Oui Québec aussi, sont pas de bonne humeur après le PQ. Puis même entre le PQ et le Bloc, il semble avoir des frictions. Mais c'est ça que je me demande. C'est pour ça quand je dis qu'il n'est pas tout seul. Tu sais, le gars, il veut gagner un référendum. Il se pogne contre Oui Québec. Il se pogne contre Yves-François Blanchette pendant l'élection fédérale en disant qu'il n'y a pas la bonne stratégie. Il se pogne contre les artistes en disant qu'ils sont à plat ventre puis que c'est des ci puis des ça. Il se pogne contre QS sur l'immigration puis ça se traite de tout et non les deux. Puis là, il se pogne avec nous autres en disant qu'on est des fraudeurs alors que c'est 100% de fabrication puis un mensonge. Je veux dire, il veut rassembler qui, Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est pas un rassembleur, là. C'est un gars... Mais, tu sais, je comprends qu'il est souverainiste, là, mais il veut pas finir souverain tout seul, là. Et j'ai l'impression que c'est là où il s'en va. Puis, regardez les chiffres, là. Moi, s'il y a une seule et unique tendance dans la dernière année au Québec en termes de sondage, c'est que le PQ descend de 1 point par mois. Il y a aucun... Tu sais, les autres, là, ça bouge, là, ça monte, ça descend. Il y a un parti qui a été relativement stable dans les derniers 3 ans, puis c'est vous autres. Oui. Vous jouez pas mal dans votre marge d'erreur tout le temps. On est toujours 13, 14, 15. Il y a toujours des firmes de sondage louches un peu qui vous mettent des fois plus haut ou des choses comme ça. Mais quand tu regardes le léger, là, qui est peut-être le plus constant et le plus respecté... Les palaces aussi. Vous êtes dans vos marges d'erreur pas mal tout le temps, puis ça bouge pas. Ben, ça concorde un peu avec la théorie que tu avais, que tu disais, ben, notre monde, c'est les gens qui sont décâblés, qui n'écoutent plus les médias traditionnels. Je veux dire, le rythme de décâblage des gens est relativement lent, mais au final, tu sais, c'est du monde qui sont quand même fiables parce qu'ils se font pas influencer sur des dossiers qui sont pas réellement des dossiers. Moi, sérieusement, votre affaire de livre puis le DGEQ, je trouvais ça tellement insignifiant. Les boissons énergisantes hyper émotifs basées sur
je vais manquer de cœur en disant ça, mais basé sur une anecdote. Je veux dire, moi, si on arrive avec des rapports de Mais c'est santé pas une anecdote, publique... là, c'est une personne qui est décédée quand même. Non, mais c'est une quand même, anecdote. mais c'est une personne. C'est une anecdote, c'est une personne, parce que l'idée, c'est qu'on veut tout le débat émotif au lieu d'arriver puis de dire non, là, il y a eu des recherches qui ont été faites, voici ce qui devrait être fait, voici le genre de consultation qui devrait être fait, voici le genre de mesures qui devraient être prises pour éviter des trucs. Mais là, on n'est pas là, on est vraiment dans l'anecdote. Puis c'est de valeur, c'est chiant, mais c'est pas de même qu'il faut gérer les politiques publiques. Il faut être plus rationnel que ça, il faut être plus mature que ça, il faut être plus adulte que ça. Puis comme Québec, je trouve qu'on n'est pas adulte. Puis je te fais pas dire ça, je le dis moi-même. En fait, ce qui me fend le cul des fois du Québec, c'est qu'on est émotif sur tous les sujets. Puis à un moment donné, tu fais pas une loi vite faite sur une napkin à 2 semaines de la fin de la session parlementaire, puis go, on va engager des fonctionnaires, parce que ça c'est pas dit, on va engager des fonctionnaires pour faire des inspections, puis là, tu dis, OK, les fonctionnaires qu'on va engager, tu devrais être au MAPAC, probablement. Non, c'est Santé Québec. Fait que là, tu es là, tu dis, OK, Santé Québec va aller dans un dépanneur donner des amendes. Vous voyez bien que ça fait pas de sens. Vous voyez bien que c'est une loi napkin, On cette aurait dû affaire-là. avoir notre leçon avec l'histoire des clôtures. T'sais, ça aussi, c'est un peu le même On exemple. recommence, ça, Il y a eu exactement. des noyades, c'est tragique. Personne ne voudrait que son enfant tombe dans la piscine puis se noie. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais est-ce que cet état de fait-là justifiait, sur un coup de tête, de dire tout le monde va devoir se clôturer le terrain puis clôturer la piscine, ça va coûter 15 000, 20 000 par maison s'il faut, du jour au lendemain. Là, ils ont comme reculé un peu, si j'ai bien compris, là, où ils ont donné un sursis d'1 an là-dessus. Là. Mais ça aussi, c'était une décision comme prise sur un coup de tête. Tu te dis, ben, il y aurait peut-être des choses plus brillantes que ça à faire pour sauver des vies. Je vais vous donner l'exemple du Red Bull, là, parce que c'est intéressant ce qui vient de se passer. Puis je comprends toute l'émotion. Puis moi aussi, j'ai rencontré, par exemple, t'es pas insensible. Là, tu rencontres un père et une mère qui ont perdu leur enfant de 15 ans. Il n'y a rien de plus émotif que ça. Là, tu brailles avec eux autres. Là, leur enfant, c'était comme leur héros. C'était un jeune sportif en forme. Il était parti, il était sur la bonne track. Je veux dire, on n'a rien à dire là-dessus. Là. Mais il est arrivé un drame. Et là, on arrive avec une loi, puis on dit, OK, on interdit la vente au moins de 16 ans dans tous les dépanneurs, tous les épiceries. Au Québec, on interdit, par exemple, les cigarettes, puis on interdit l'alcool aussi pour les ventes en fonction de l'âge. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les cigarettes, vous voyez comment c'est contrôlé. Il faut qu'il y ait des présentoirs cachés, puis bon, ça a coûté une fortune aux dépanneurs s'équiper pour ça. La bière, c'est pareil. Hein? La bière, vous ne pouvez pas acheter de la bière puis du Pepsi sur la même tablette. Là. Tout est séparé, puis il y a tous des règlements qui entourent ça. Là, on ne sait même pas qu'est-ce qui va arriver. Ils n'ont même pas invité les dépanneurs en commission parlementaire pour savoir. Mais ça, là, c'est pas du monde riche, là, le gars qui a le dépanneur. Non. Puis il y a 10 000 commerces comme ça au Québec. Là. Puis là, puis c'est eux autres qui vont être pognés avec la loi puis l'application de la loi. Là. C'est pas la ministre de la Santé qui se pète les bretelles qui a interdit le Red Bull. Là. Eux autres, là, ça veut dire, OK, la petite fille qui est à la caisse, comment qu'elle va faire pour savoir que le XPN aux fraises, lui, il y a de la caféine, puis celui au bleuet, il n'a pas? Comment qu'ils vont faire? Puis là, après ça, fait qu'il faut qu'ils réaménagent leur affaire. Ils vont-tu faire des présentoirs séparés? Combien ça va leur coûter? Puis ils vont avoir des clients ministères, c'est tout le temps ça. Puis, ben oui. Puis là, ils vont se ramasser avec des amendes parce que la petite fille, elle va se tromper entre les fraises et les bleuets. Puis là, je veux dire, on n'a pas pensé... Non seulement, ils n'ont même pas pensé à ça. Les pamplemousses, on va-tu être correct? Puis je ne sais pas, le pamplemousse, on va en reparler. Mais le projet de loi fait 6 pages. Moi, je suis allé le lire. Oui. C'est pas sérieux. Là. Mais non, c'est pas sérieux. C'est même pas défini là-dedans. En fait, c'est encore pire. Dans le projet de loi, on dit que le ministre de la Santé ou Santé Québec se réserve le droit de définir ce qu'est une boisson énergisante. Oui. Avez-vous compris que ça peut dire que demain matin, ben, je sais pas, un cappuccino glacé du Tim Hortons et de la caféine là-dedans? Le thé aussi peut être interdit. Énergisante? Le thé, le café pourrait être interdit de vente aux enfants. Ouais, parce que c'est en quantité de milligrammes par litre ou quelque chose Puis il y en a comme ça. plus dans des cafés que dans des boissons énergisantes. Fait que là, on va faire quoi avec ça? Parce que ça, les gens ne savent pas ça, là, mais si c'était juste strictement la caféine le problème, là, c'est même l'Institut national de la santé publique l'a reconnu, un café contient, certains cafés, notamment les cafés filtres, contiennent plus de caféine que les boissons énergisantes. Pour le même nombre de millilitres. Puis là, ils disent, oui, mais il y a du sucre. Oui, mais dans le café, ça arrive de temps en temps qu'il y en a qui mettent du sucre aussi. Non, il y en a, oui, surtout quand t'es plus jeune, tu trouves que le goût est raide. Fait que, tu sais, c'est pour bien paraître, puis je comprends là, qu'il faut faire de quoi, puis il faut montrer qu'on a une préoccupation, mais des bonnes émotions, ça fait pas nécessairement des bonnes politiques publiques. Puis ça, c'est dur. Vous n'avez pas idée comment, comme politicien, comment c'est dur de faire la différence puis d'expliquer ça. Le défi de communication, il est très, très difficile. Mes gars ont 15 et 16 ans. Oui. Les discussions de Red Bull, là, on les a eues. Pas là, à cause de l'événement. On les a eus, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est des athlètes. On leur a dit, c'est pas quelque chose que tu consommes avant. Puis la réalité, c'est que ça les intéresse pas.
Puis la raison pourquoi ça les intéresse pas, c'est que nous autres, comme parents, ils nous voient en consommer régulièrement, puis ils nous voient même être de mauvaise humeur si on le prend pas à bonne heure. Puis les autres, ils se disent, ça me tente pas d'aller là. Ils ont décidé de pas en prendre. Mais ces conversations-là ont eu lieu, puis ces conversations-là, c'est du domaine parental, privé, familial. Le gouvernement, toi, dehors. Puis ce qui est encore plus choquant dans l'affaire des boissons énergisantes, là, puis c'est ça qui est le plus, tant qu'à moi, le plus pathétique quand j'ai rencontré les parents. Les parents, là, ils sont allés avec leur enfant qui a un problème de TDAH. Ils ont prescrit un médicament, OK? Jamais le médecin leur a dit que le médicament pouvait mélanger avec la caféine, conduire à la mort du jeune. Ils n'ont jamais été informés du danger que la caféine représentait avec la prise du médicament qui a été prescrit par le médecin. Ils sont allés après ça à la pharmacie acheter le médicament. Le pharmacien leur a jamais dit qu'il ne fallait pas prendre de caféine avec ce médicament-là. Puis tu sais, l'affaire du pamplemousse, là, moi, il y a un an, vous savez, j'ai fait une crise de cœur. Moi, sur ma boîte de pilules, là, mon pharmacien, il me colle un collant. Mon médecin me l'a dit. D'abord, mon cardiologue me l'a dit. Puis mon pharmacien, il a collé un collant, puis c'est marqué que je ne peux pas le consommer avec du pamplemousse. OK? Comment ça se fait qu'on n'informe pas, puis on interdit? Moi, me semble la logique... Ça devrait être l'information et d'abord, l'éducation. Puis voir si ça fonctionne. Puis si tu vois qu'il n'y a aucun résultat puis qu'il y a encore des problèmes, ben là, tu peux aller plus vers autre chose. Mais si tu n'informes pas le monde, tu peux pas leur reprocher de ne pas prendre les bonnes décisions. C'est parce que l'interaction, à un moment donné, l'interaction est au niveau du médicament et pas au niveau du Red Bull. Le Red Bull, lui, il est vendu en tablette, mais il est censé être consommé par lui-même sans savoir qu'est-ce que la personne prend. Tu peux le mélanger avec de l'alcool du Red Bull. Tu n'es pas censé faire ça, mais tu peux le faire. Mais tu peux le mélanger aussi avec un médicament. Tu n'es pas censé faire ça, mais tu peux le faire. Mais je veux dire, c'est pas la faute à Red Bull ou à Monster si des gens l'utilisent de la mauvaise façon. Puis le médicament, ben la personne finale qui contrôle l'interaction, c'est l'humain lui-même qui la prend. Puis oui, tu as raison, il y a des professionnels de la santé qui peuvent aviser, puis ainsi de suite. Mais tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, là, il faut qu'on revienne au sens des responsabilités individuelles, puis dire, au final, apprenons de nos erreurs. Je veux dire, si cet événement-là peut ouvrir les yeux des gens pour dire, faites attention si vous consommez des médicaments, il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas prendre avec. Moi, j'en suis. S'il y a des campagnes de publicité, à la limite, qui veulent être faites dans cette direction-là, ça me dérange pas tant que ça. Mais quand on arrive avec la loi, la coercition et l'interdiction, pourquoi on interdit le Red Bull à quelqu'un qui n'en consomme pas de médicaments, d'une certaine façon? Puis pas juste ça, en le disant pas à l'enfant et aux parents que c'est dangereux de consommer ça avec de la caféine, son médicament, même si l'enfant ne peut plus l'acheter, si les parents l'achètent au Costco puis ça traîne dans le frigidaire, l'enfant va le prendre. Mon frigidaire est tout le temps plein. Puis ils vont le prendre si l'information est bien plus importante que l'interdiction. Ben oui. Parce qu'en l'interdisant, là, tu leur donnes une fausse sécurité puis tu les rends tu les mets dans l'ignorance. Que ceux qui sont en faveur de l'interdiction, comme tous les Québécois, ont attendu d'avoir 18 ans pour prendre leur première bière. Ouais, exact. Et fumer leur première cigarette. Ben ça, c'est l'autre affaire. C'est l'hypocrisie. Tout le monde au Québec a pris de l'alcool avant l'âge légal. Ben c'est sûr. Puis tout le monde dit que, dans le fond, ça va être un game changer de faire ça. Pourquoi ça changerait de quoi? Les jeunes, leur comportement... Les interdictions, là, c'est pour des flots de 12 ans, ça marche. Là. Mais crime, quand t'es rendu avec des jeunes de 14, 15, 16 ans, sérieusement, si tu veux avoir l'air d'un mononcle en parlant de tes enfants, là, interdis quelque chose. Là, tu vas avoir l'air d'un Christine mononcle. Parce qu'ils se foutent de ton interdiction, ils se foutent de l'autorité, puis même t'attises le côté rebelle en dedans d'eux. Quand tu arrives et tu dépasses 12 ans, là, des adolescents, il faut que tu commences à leur parler comme des adultes. Une conversation intelligente. Voici qu'est-ce qui se passe dans ton système avec la caféine. Voilà. Cette discussion-là, on l'a eu. Ça l'active ton système nerveux, ça l'active ton rythme cardiaque. Donc, si tu es pour faire du sport, tu prends pas de caféine avant. Puis, présentement, là, puis je t'en ai parlé un peu tantôt en dehors des ondes, il y a des problèmes bien pires que ça dans les écoles, là, présentement. Les jeunes consomment de la nicotine à tour de bras, des pouches de nicotine qui se mettent ici. Puis c'est des non-fumeurs. Ça, c'est un vrai de vrai problème. Puis savez-vous quoi? C'est interdit de vendre dans bien des places au Québec, cette affaire-là. Ils les commandent sur Internet, de toute façon. Ouais. Mais prenez l'exemple des vapoteuses avec les saveurs. Là. Vous avez vu en fin de semaine ce qui est sorti? Là? 70% des gens continuent à consommer des saveurs, même si c'est interdit. Ben oui. Parce qu'il y a toutes sortes de façons de le contourner. Tu peux les mélanger à part. Tu peux les faire venir sur Internet. Mais ça va être la même chose en passant avec les Red Bull. Là. Ben là, la vente de canettes est interdite. Mais vous pensez pas que quelqu'un qui en veut va se commander de la poudre puis va se mettre de l'eau avec puis va le mélanger? Ça existe déjà, ces affaires-là. Il y a des petites cannes de ça, ils vont être capables de se faire venir ça. Ils vont se faire venir une poche de poudre puis ils vont mélanger ça avec de l'eau. C'est pas sorcier. Là, puis je suis pas en train de leur donner une recette pour leur dire de faire ça. Là. Mais ils savent comment faire. Mais je suis juste en train de vous dire que
ces barrières-là ne vont pas nécessairement avoir l'effet recherché. Mais on n'est pas dû pour un genre de changement de philosophie là-dessus Mais oui. au Québec. Tu sais, si on sort de l'histoire du Red Bull, là, je regarde ce qui a été fait dans les dernières années. Une loi pour empêcher aux 14 ans et moins de travailler. Une loi pour les téléphones dans les écoles. Là, Carney, au moment où on parle, veut déposer une loi pour leur empêcher d'aller sur les réseaux sociaux. Une loi pour t'empêcher d'acheter du Red Bull. Une loi pour les vapoteuses. Une loi pour une autre affaire. Est-ce qu'on veut former des adultes ou on veut former des gens des gens qui vont être à 30 ans, c'est encore des ados, là? Parce qu'il y a on quelque chose veut pas responsabiliser le monde. Pris individuellement, chacune de ces mesures-là, il n'y a rien qui est l'enfer là-dedans. C'est des mesurettes. C'est des mesurettes. C'est pas grave qu'un ado puisse plus s'acheter un Red Bull. Personne ne va pleurer pour ça. Mais si tu additionnes toutes les mesures mises ensemble, c'est comme si on veut pas préparer nos jeunes à être des adultes. On veut comme les coussiner pour en faire des enfants permanents. Tu as raison, ça prend un changement de philosophie. Il faut que l'intervention de l'État s'assoie pour essayer de voir comment on peut aider à responsabiliser les gens plutôt que de les materner éternellement. Mais politiquement, c'est moins payant de dire on va responsabiliser le monde. C'est ça un peu le problème actuel. Là. C'est difficile. C'est pour ça que tous les partis sont contre nous sur cet enjeu-là. Même, tu sais, là, vous allez capoter, là, mais en privé, tantôt, là, j'étais à l'Assemblée nationale, puis un député qui est venu me voir, puis en secret, il m'a chuchoté dans les oreilles, qui était bien d'accord avec nous autres, mais qui malheureusement, il ne pouvait pas le dire. Puis ça, il y en a combien. Lui, il a le courage de venir me le dire, mais il y en a combien que j'ai pas croisé aujourd'hui ou qui n'ont pas le courage de me le dire. Le courage de venir le dire en disant dis pas je suis qui, puis on s'est jamais parlé. Non, mais tu sais, je veux pas le stouler, c'est pas ça mon but, mais c'est juste pour vous dire que même les législateurs, ils sont conscients du problème, mais la pression médiatique puis l'élite politique est tellement forte que la ligne de parti qu'ils finissent par voter contre leurs convictions. Mais ça, là, cette pression médiatique-là, es-tu réelle? Dans le sens que, oui, c'est pas le fun de se lever le matin puis t'as ton nom dans le journal, puis que... Mais en bout de ligne, là, c'est nous autres qui contrôlent nos émotions par rapport à ça. Sincèrement, là, est-ce que tu te promènes dans la rue puis il y a du monde qui t'arrête puis dit « Hey, là, ce que tu dis par rapport au Red Bull, je suis pas d'accord avec toi, là, je voterai plus jamais pour toi. » Le citoyen lambda, le citoyen normal, là, il s'en rend-tu compte de toutes ces politiques-là ou sérieusement, il s'en rend pas compte? Non, mais c'est sûr que quand tu es à l'Assemblée nationale, tu es dans un microcosme, évidemment, dans un dôme, comme vous aimez dire. Là. De ça, c'est le dôme des dômes. Là, okay? C'est le King Dome, ou je sais pas comment tu voudrais l'appeler. Mais ça, là, tu es vraiment dans... Il y a personne à 100 mètres autour de l'Assemblée nationale qui s'intéresse à rien, mais eux autres, à l'intérieur, c'est la crise totale. Là. Puis là, ça court dans les corridors, puis tout le monde, puis les micros se promènent, puis le monde avec les talons hauts, t'entends ça claquer dans le fond du corridor pour pas passer de claquer les portes. C'est sexiste de dire ça? Mais non, mais les talons hauts, moi aussi j'en porte les talons hauts dans le sens où j'ai des talons. Parce qu'il n'y a pas de rumeur. Mais... C'est un bon extrait, ça. On a tous des talons après nos souliers. Mais je suis en train de dire que c'est un microcosme ce qui se passe là-bas. Puis le problème qu'il y a, là, c'est qu'il faudrait que vous autres ayez un journaliste là-dedans. Il faudrait que Rebel News ait un journaliste là-bas. Il faudrait que Libre Média... Peut-être que là, la dynamique changerait. Mais le problème qu'on a, c'est que c'est très, très d'un côté, là, la pression médiatique qui vient. Mais s'il y avait un contrepoids médiatique, je suis pas sûr que le consensus, il y aurait de l'air autant d'un consensus. Un bon exemple de ça, là, dans les événements qui n'ont pas juste le Red Bull, mais un député qui est indépendant, mais qui est quand même proche de vous autres, Yuri Chassin, on avait l'impression qu'il avait commis un crime contre la nation là, récemment, là, parce qu'il a comme bloqué l'augmentation du nombre d'élus, parce que ça, c'est un sujet que personne ne parle là, dans la rue. Là. Si on sort tantôt dehors, on va pas. Savez-vous qu'il y a des gens qui voudraient qu'on passe de 125 à 127? Il va me dire 125 quoi? 120... Il y a 125 députés, je savais pas qu'il y en a 120. Donc là, on voulait augmenter pour redéfinir la carte. Puis il a été, comme de ce que je comprends, un des seuls à dire ben non, attendez, on va il pouvait même plus aller aux toilettes. Ben là, il y avait bien essayé de passer le projet de loi. Il passait pendant qu'elle épicée, Colin. Puis ça fait que ça, c'était quoi la position du parti par rapport à ça? Ben nous, on a présenté un autre projet de loi parce qu'effectivement, moi, j'aime pas ça que des politiciens tripotent la carte électorale. Puis d'ailleurs, le directeur des élections du Québec, la Commission de la représentation électorale, on signé une lettre en fin de semaine dernière dans la presse. Quant à moi, fait bien le tour de la question. J'aurais pu co-signer cette lettre-là. Je suis tout à fait d'accord avec les arguments qui sont avancés. À partir du moment où les politiciens commencent à décider quel tel comté, on va mettre telle section de vote dans tel comté plutôt que dans tel autre, on a un gros problème démocratique. Puis ce qui est arrivé avec la réforme, c'est que là, ils veulent sauver 2 comtés. Un en Gaspésie, un à Montréal. Okay. Puis parce que
la commission a proposé d'éliminer ces 2 comtés-là puis de les remettre plutôt dans le centre du Québec puis dans les Laurentides. OK? Parce qu'il y a des croissances. Pas parce que ça le tentait, pas parce qu'ils voulaient aider des politiciens, là, parce qu'il y a des croissances de population importantes dans ces deux... C'est qu'il y a des places où est-ce qu'un politicien représente, mettons, 30 000 électeurs, puis à d'autres endroits, c'est 90 000. C'est ça. Fait que là, c'est juste pour qu'il y ait une meilleure représentation, plus équitable. Sauf que là, Montréal... Parce que là, on n'est plus dans la défense des régions, là, parce qu'avant ça, c'était nos régions, tu sais, comme la Gaspésie. Ouais, tu peux pas perdre ses élus. Mais là, tu sais, t'es à Anjou, là. Fait que là, Anjou, Rivière-des-Prairies, dans ce coin-là, là. Fait que là, tu peux pas commencer à dire, c'est des comtés qui se marchent à pied, là. Fait que tu dis pas, ça prend 7 heures faire le tour du comté, là. Ouais, c'est ça. Là, à pied peut-être, là, mais pas en char, certain. Fait que là, mais sauf qu'à Montréal, là, ça a un impact sur le comté de Whoops parce que ça a un effet domino, ça tombe dans le comté d'Hochelaga-Maisonneuve. Fait que là, c'est QS qui est impacté. Là, Paul Saint-Pierre-Plamondon, son comté bouge un peu. Fait que là, il se ramasse avec un bout de Anjou qui est beaucoup plus libéral. Fait qu'il perd des votes. Après ça, tu as Marc Tanguay aussi qui se ramasse avec un comté dans La Fontaine qui est hypothéqué. La CAQ avait le comté de Anjou. Fait que là, ils se sont tous mis ensemble. D'abord, ils ont annulé la réforme électorale qui avait été proposée par le directeur des élections. Ils ont adopté une loi pour dire on va garder la même carte. Ils ont été déboutés par les tribunaux 2 fois. OK? Fait que là, ils ont perdu devant le tribunal. Puis là, c'est pour ça qu'on revient avec une loi. Écoutez, il reste moins de 4 mois à l'élection, moins de 3 mois avant le déclenchement des élections. Au moment où je vous parle, je ne suis pas capable de vous dire combien il va y avoir de comtés, puis je ne suis pas capable de vous dire les limites. Vous avez reçu un gars l'autre jour qui est un de nos candidats dans Pointe-aux-Trembles, hein? Ben Maxime, là, on ne sait pas encore s'il se présente dans Pointe-aux-Trembles ou Pointe-aux-Prairies, parce que là, ça dépend comment que le comté va bouger. On n'est pas capable d'imprimer des dépliants pour nos candidats qui font déjà campagne, parce qu'on ne sait pas le nom du comté dans lequel ils se présentent. On est à 3 mois du déclenchement des élections. Puis tout ça... Mais les élus ne peuvent pas être jugés partis là-dedans. Ça n'a aucun sens. Comme quand ils se sont votés une augmentation. Qui fait ça dans la vie, se voter décider de son propre salaire alors qu'il n'est pas... C'est pas des entrepreneurs, là, ce sont des élus. Normalement, ça devrait être décidé ailleurs, ça, le salaire des élus, la carte électorale. Oui, c'est un conflit d'intérêt total. Ben oui, c'est la définition d'un conflit d'intérêt. C'est que tu choisis tu votes des lois en fonction de tes intérêts partisans. Puis là, ils disent « Ah non, c'est pas partisan, c'est transpartisan. » Ah, OK. C'est qu'il y a plusieurs partis qui font la promotion de leurs intérêts partisans. Il y a plusieurs personnes en conflit d'intérêt, donc c'est mieux. Mais là, admettons que Yuri va aux toilettes, est-ce que Maïté peut le protéger? Oui, je pense que oui. Là. C'est pour ça que là, ils ont pu oser de refaire ça. Parce que, mais là, ils étirent les travaux, ils allongent les travaux en commission pour qu'à un moment donné, on s'épuise et qu'on soit plus capable parce qu'on n'a pas assez de députés pour tenir le temps. Fait que peut-être que ça va passer, leur réforme antidémocratique de la carte électorale, mais pour l'instant... Ils jouent sous les heures de sommeil de Yuri puis Maïté pour passer ça. Parce que c'est long, là, tu sais, que tu t'assis, là, comme à un moment donné, Yuri, cette semaine, je pense que c'était 4 ou 5 heures non-stop, là. Fait que là, faut que tu jases, là, parce que si tu jases pas, ils vont demander l'ajournement des travaux puis ils vont voter, là. Fait que il faut que tu présentes des amendements, faut que tu sais que c'est de l'ouvrage, c'est du jus de bras, là. Fait que ils jouent là-dessus, puis... Mais ce qui est dommage, encore une fois, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. Si ça avait été un projet de loi qui avait été dans le sens contraire, puis si c'était le Parti québécois qui se sentait menacé, ou si c'était la CAQ, ou si c'était les libéraux, il y aurait une levée de bouclier. Mais puis là, on parle de Yuri qui se représente pas, on parle de Maïté qui est dans la région de Québec, qui n'a aucun enjeu de son côté. Non. Fait que les deux protecteurs du citoyen dans l'histoire n'ont pas d'intérêt partisan par rapport à ça, puis sont présentés comme les méchants dans l'histoire. Oui. Puis, tu sais, moi, là, honnêtement, là, que le comté soit à Montréal ou en Gaspésie, honnêtement, à court terme, là, pour nous autres, ça ne change pas grand-chose. Là, en termes d'intérêt, là, c'est pas les circonscriptions où les conservateurs vont faire leur première percée. Là. Mais justement, on a changé de sujet tantôt parce qu'on a parlé de plein d'affaires. Mais en conclusion, pourquoi Bellechasse? Pourquoi Bellechasse? Pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais un comté dans la grande région de Québec. Ça, je pense que c'était important. Je voulais un comté où on a des fortes chances de l'emporter. Ça a été la 3e meilleure circonscription pour nous la dernière fois. Parce qu'en 2022, Yann m'avait dit qu'il irait, puis il n'est pas allé. Wow! Je t'ai dit ça, t'étais à 1% dans les sondages. Non, mais peut-être qu'on pourrait raconter le bon, je suis sûr que ça les intéresse. Là. J'avais approché Yann à la dernière élection en 2022. Puis non, tu ne m'as pas approché pour l'élection. C'est que quand je me suis présenté comme chef, oui. Tu voulais regarder, voir si ça allait marcher ou tout ça. Puis moi, je t'ai texté. Je t'ai dit en tout cas, puis le parti était à 1% à ce moment-là. J'ai dit sérieusement, si tu as besoin d'aide comme candidat, whatever, je vais toujours t'aider, il n'y aura pas de problème.
Christy, tu t'en vas en élection en 2022. Fait que là, moi, je dis, OK, t'es mon candidat dans Bellechasse. J'ai dit, Parce que moi, c'est là que je voulais t'envoyer. Ben là, il était prenant à me le compter. Je voulais pas être député, moi. Hey, cette fille, là. Il a eu peur de gagner. Ben oui, Ben, pour vrai. De pour ça, vrai. ça se chicane pour avoir les comptés prenables, lui, il en voulait pas. Non, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. En tout cas, Ben plus sérieusement, Bellechasse, c'était aussi... Je voulais avoir un comté un peu plus rural. Ouais. J'ai vécu l'expérience dans Arthabasca. J'ai adoré faire... C'est pas pantoute la même affaire. Là. Le monde des régions vont comprendre. Là. Quand tu fais campagne d'un village puis quand tu fais campagne dans une banlieue, c'est le jour et la nuit. C'est pas pantoute la même politique. Non. Le gars dans banlieue, il sait pas c'est qui son voisin, il sait même pas c'est quoi son comté. Le gars en région, tu en parles à un, le lendemain, tu arrives dans le village, tout le monde te raconte l'histoire que tu as dit au gars la veille. Il y a une dynamique qui n'a rien à voir. Puis faire de la vraie politique, pour moi, en région, c'est plus traditionnel. Moi, j'aime mieux ça. OK? J'aime mieux la Le vibe. bouche à oreille marche beaucoup mieux. Oui, puis c'est plus facile pour moi, en tout cas, je trouve, de communiquer avec le monde, de les sensibiliser des enjeux. Il y a comme un tissu social plus solide. Puis pourtant, t'es un gars vraiment urbain, là, on va se le Oui, dire. moi, dans ma vie personnelle, je l'ai toujours été. Mais j'ai envie, justement, de représenter cette région-là, ces régions-là, puis j'ai envie de vivre là aussi. Tu sais, en vieillissant, là, on est moins attiré par les centres-villes, puis on est plus attiré par la quiétude des campagnes. Fait que moi, je fais pas exception là-dessus non plus. Fait que je voulais faire ça, puis dans Arthabasca, le hasard a voulu comme ça, que ce soit comme ça, mais on a effectivement gagné toute la ruralité, puis on a perdu juste Victoriaville. Donc, puis la bonne nouvelle dans Bellechasse, c'est qu'il n'y a pas de ville-centre. Fait que là, normalement, je devrais gagner les 30 municipalités. C'est ça. Tu pourras pas faire un Victo, il n'y en a pas. Là, je pense que la plus grosse ville, c'est Saint-Anselme ou Saint-Henri. Genre 3 Sainte-Claire, 4 000. peut-être? Non, je pense que c'est Saint-Henri. 4 000, 4 500 peut-être 4 000, personnes. c'est pas toute la même C'est tous des affaire. villages. Mais ça serait Pintante, en fait, parce qu'il y a un bout de Pintante qui est dans le comté. Puis Beaumont, non. Beaumont, c'est plus petit, mais c'est quand même tout... C'est à peu près tout équilibré. Hein. Il y a beaucoup de 2, 3, 4 000 là, dans chaque municipalité. Là. Donc là, vous avez annoncé pas mal de candidats. Oui. C'est quoi les prochaines étapes? Mais là, je m'en vais ce soir, demain, après-demain. Écoute, à tous les jours, 10-12 prochains jours, j'annonce des candidats là, dans des bonnes circonscriptions. Puis c'est pas compliqué. Il faut s'organiser. Il faut cibler, contrairement à la dernière fois. Tu sais, la dernière fois, c'était éparpillé sur 125 circonscriptions. Puis il y a toutes sortes de raisons qui expliquent ça. Là. Puis on a fait notre post-mortem. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Mais la prochaine étape, c'est d'abord d'être franc et d'être réaliste. Là. Les probabilités qu'on forme le prochain gouvernement le 5 octobre prochain sont très faibles. Mais il faut s'assurer qu'il y a une présence conservatrice à l'Assemblée nationale. Puis il faut minimalement être un groupe parlementaire reconnu. Pour ça, ça prend 12 députés élus. Et je pense qu'il faut qu'on cible un certain nombre de circonscriptions pour s'assurer qu'il y en ait au moins 12 dans celle-là où on va élire un député conservateur. Parce que tu n'auras pas de passe-droit, toi. Là. Non. Si tu arrives là à 9 députés, ils ne feront pas d'exception. Non, c'est ça. Ils en ont fait un pour le PQ à 3, mais nous autres, d'après moi, à 11, on passe pas. Là. Donc, puis tu sais, ça fait une grosse différence. Là, parce que pensez-y, là, on a quand même fait bouger des affaires. Là, on vient d'avoir une consultation sur Red Bull, puis si on n'avait pas été là, il n'aurait pas eu. Le code du travail, là, le code du bâtiment qui ont reculé d'un an, là, c'est parce qu'on a fait des représentations. C'est une catastrophe. Là, ça va coûter 8% de plus cher pour le construire au Québec. Là. Comme s'il n'y avait pas de crise du logement présente. C'est ça. La taxe carbone qu'ils vont rembourser aux agriculteurs. Là, qui parle de la taxe carbone, rembourser la taxe carbone depuis des mois, des années? Là, ça a l'air qu'elle n'existait pas. Là, ils sont rendus qu'ils en remboursent. Ben oui, c'est ça. Ils remboursent quoi? Fait que là, après ça, la vente d'auto, le 100% en 2035, ils ont commencé à reculer. Là, c'est rendu 90, ça va continuer. Et, je viens de vous donner juste 4-5 dossiers, là, puis on n'a pas de députés, puis on a réussi à faire bouger le gouvernement. Imaginez si on est un groupe parlementaire reconnu à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que ça prend cette voie-là, puis c'est même nos adversaires, c'est ça, c'est la bonne nouvelle. De plus en plus, je l'entends. Même eux autres disent, ouais, ça serait peut-être pas mauvais que les conservateurs aient une forte représentation à l'Assemblée, puis qu'ils ont une présence, ils ont une pertinence dans le débat au Québec, puis il faut commencer quelque part. Puis moi, je suis un optimiste, puis j'ai l'impression que le modèle québécois, le modèle bureaucratique, étatique là, dans lequel on vit depuis longtemps, est en train de s'écrouler lentement mais sûrement. Puis je pense qu'à tous les jours, il y a des gens qui s'en rendent compte, puis ils vont inévitablement devenir des conservateurs. Puis les autres partis qui nous volent nos idées, je sais qu'il y a du monde dans notre gang qui n'aime pas ça, puis je les traite de tout et non quand ils volent nos idées. Moi, j'applaudis tout le temps parce que je pense que ça témoigne que nos idées avancent. Puis ultimement, j'ai confiance que les électeurs vont toujours aimer mieux l'original à la copie. Puis quand Bernard Drainville prend notre programme, puis il fait un copier-coller, puis il met le logo de la CAQ dessus, moi, je suis content. Quand Christine Fréchette, elle envoie des chèques pour rembourser de la taxe carbone alors qu'elle
disait il y a 2 ans que ça n'existait pas, je suis content. Quand elle dit qu'elle veut exploiter notre gaz naturel au Québec, alors que son gouvernement vient d'adopter une loi pour interdire toute forme d'exploration ou d'exploitation, je suis content. Quand le Parti québécois dit qu'ils veulent réduire la réglementation au Québec puis qu'ils veulent réduire les subventions aux grosses entreprises, je suis content. C'est ça aussi, c'est le programme du Parti conservateur du Québec. Fait que moi, je suis content de voir que ça avance. Puis, tu sais, il y a des politiciens qui sont en politique pour devenir premier ministre du Québec, puis c'est leur seule obsession, puis ils sont prêts à faire n'importe quelle contorsion, puis prendre n'importe quel chemin pour y parvenir. Moi, je suis pas fait de cette fibre-là. Moi, je suis allé en politique parce que je veux faire avancer des idées. Ce qui m'a motivé à aller en politique, c'est parce qu'il y avait une situation politique qui faisait en sorte que je trouvais que c'était inacceptable. On était à l'époque au réseau Liberté Québec. Ça, c'est l'affaire qui me fait le plus freaker quand je regarde l'analyse politique au Québec, c'est que ta ligne directrice au niveau des idées n'a pas changé depuis que je te connais, puis je te connais depuis très longtemps, et t'es présenté comme étant le plus frivole de la gang. J'arrive pas à comprendre. T'sais, même Mario Dumont s'était fait faire le coup à l'époque avec le mot girouette. Puis là, t'es là, tu te dis... À un moment donné, c'est comme, OK, Éric a un ton agressif et ses idées changent à tout bout de champ selon l'actualité du jour. Tu fais... Ah bon, c'est bizarre. C'est pas le gars que je connais. C'est pas le gars que je connais. C'est quand même spécial quand tu y penses. Ah oui, il fait rien que parler de drag queen aussi. Et ben. Mais là, ils me le disent plus, ça. Ouais, il marche Ou plus. ils parlaient juste de pandémie, c'est après ça. Ouais, c'est ça, ils parlent Ou juste parle juste de la taxe carbone, ouais, puis là, je parle juste de... Je sais pas de quoi je parle juste, là, mais je parle juste du gaz, puis je parle juste... Ouais. Mais les... c'est ça, tu sais, ils essaient de toujours de nous fabriquer une image, puis ils ont des gros micros pour justement nous définir. Mais, tu sais, tantôt, tu as parlé de notre vote qui bougeait pas, là. On est l'électorat le plus solide. Quand tu regardes là, les gens qui ne changeront pas d'idée, de loin, on est ceux qui sont le vote le plus solide. Puis moi, je pense que chaque personne qui nous écoute... Oui. Puis quand quelqu'un là, qui nous écoute et qui dit « OK, moi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je deviens conservateur », là, les chances qu'il retourne ailleurs sont à peu près nulles. Tandis que les autres partis, c'est des parkings. Le monde s'en va là puis attend. Écoute, là, ils sont passés de... Pensez-y, en l'espace d'un an, là, ils sont passés, ils étaient stationnés, ils arrivaient de la CAQ, de Legault, ils sont allés se stationner chez PSPP. Ils ont commencé à trouver qu'ils étaient un peu soupe au lait. Ils ont vu le beau Charles Milliard arriver. Non, ils ont été avant ça chez Pablo parce qu'ils ont vu Pablo lever au début. Ouais. Là, ils ont dit « Ah non, Pablo est trop corrompu, le Parti libéral, on n'aime pas ça. » Finalement, « Ah, ben là, Milliard, peut-être que lui, c'est mieux. » Ils sont allés se parker chez Milliard. Madame Fréchette arrive. Là, puis mon Dieu, qu'elle est belle. Fait que là, on va s'en aller pour elle. Puis là, mais tu sais, je veux dire, c'est normal que les gens aient changé 4-5 fois de stationnement en 4-5 mois, 6 mois, 7 mois. Je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Quand tu es rendu que tu es prêt à faire ça. Ben oui. Il va falloir arrêter ça là. On s'en reparle dans un autre podcast. Mais écoute, on te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Puis au plaisir de se reparler bientôt, Éric. Merci beaucoup, les gars. C'est toujours un plaisir. Yes.